Cet épisode fait partie d'une série de 5 podcasts liés au projet Choosing Greenly. Projet financé par la Fondation privée des hôpitaux universitaires de Genève et qui prend place aux hôpitaux universitaires de Genève, dont l'objectif est de réduire l'impact environnemental des soins. Aujourd'hui, le volet formation, piloté par Sylvain De Lucia, médecin au sein du service de premier recours DHUG. Bonjour Sylvain De Lucia. Bonjour. Pourquoi un volet spécifiquement dédié à la formation au sein du projet Choosing Greenly? Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que le sujet est de grande importance. On parle, quand on parle du réchauffement climatique, du premier enjeu de santé pour le XXIe siècle, pour l'humanité, tant en ce qui concerne la médecine, qu'en ce qui concerne les autres domaines économiques et j'en passe. Il y a une interrelation très serrée entre la santé et l'environnement. L'environnement et sa qualité ayant un grand impact sur la santé, et les systèmes de santé ayant un grand impact sur l'environnement. Il y a une importante méconnaissance du sujet au sein de la communauté des soignants et des étudiants en soins et en médecine, et une volonté de toutes les institutions, que ce soit l'Université de Genève, la HEDS et les HUG, de former tous les étudiants et les collaborateurs à la transition écologique, et plus spécifiquement à la transition écologique dans les soins, ainsi qu'à l'adaptation des soins et des systèmes de soins au réchauffement climatique. Enfin, il nous était demandé par la fondation privée des HUG de miser sur l'effet colibri. Et l'effet colibri, c'est aider quelqu'un ou faire quelque chose qui va amener une conséquence, qui va amener une autre conséquence. Et là, notre idée était de former des personnes qui seraient des super référents ou des super experts qui vont former d'autres experts, qui vont former eux-mêmes d'autres experts afin qu'on ait tous un certain degré d'expertise dans les relations entre santé, environnement et climat. Alors, vous avez déjà en partie répondu à cette question, mais quels sont les enjeux multiples de la formation professionnelle en matière de santé environnementale? Alors, les enjeux sont très grands. L'enjeu, c'est de former tout le monde, sans oublier personne. Pour l'instant, nos efforts se concentrent sur les soignants et les médecins, davantage que sur le personnel administratif. Pour le personnel administratif et les fonctions de soutien, de transport, d'achat des matériels, il y a d'autres personnes qui s'occupent de ça. C'est le pôle responsabilité sociale et environnement. Et un autre enjeu est vraiment d'accompagner chaque médecin et chaque soignant selon ses besoins spécifiques. On ne va pas former de manière identique une personne qui veut s'engager de manière très approfondie, mener des projets dans la transition écologique dans les soins, ou un soignant ou un médecin qui veut juste bien faire son travail dans le respect des limites de la planète et de l'environnement. Et un grand enjeu également est celui de la communication, c'est de partir des enjeux pour aller vers les solutions, que chacun comprenne pourquoi, quel est le sens de tout cela, pourquoi on a besoin d'une transition écologique dans les soins, pourquoi on a besoin de mesures d'adaptation, et ça sans faire peur. On est tous éco-anxieux, ou presque tous. Dans les études, on dit que 80 à 90% de la jeunesse, mais pas seulement de la jeunesse, également des générations plus âgées, est éco-anxieuse. Et l'éco-anxiété peut être tant un moteur vers le changement qu'un facteur de paralysie et d'immobilisme. Et vous avez compris, je pense, où on veut aller. C'est vraiment mener les gens à l'action. Donc, leur permettre d'être en souci, mais que ceci soit un facteur d'action vers le changement. Mmh. Alors, est-ce que vous arriveriez peut-être à nous donner un chiffre en lien avec ce volet formation de Choosing Greenly?
Alors, en lien avec la formation, je dirais 80% ou plus de 80%, parce que c'est le nombre de professionnels de la santé qui se disent en souci, voire très en souci pour l'environnement, et désireux de faire leur part dans le cadre de leur métier pour engager la transition. Et plus de 80%, c'est également le nombre de professionnels qui disent ne pas disposer des connaissances et des ressources suffisantes pour eux-mêmes, seuls, engager le changement et qui se sentent désireux d'avoir de l'appui structurel de leur hiérarchie ou de personnes qui, comme nous, participons à la formation au nom de l'institution. Et ça se retrouve vraiment dans toutes les études, dans tous les pays. C'est un chiffre uniforme. Aucune étude ne fait part d'une petite fraction de la population en souci. Donc ce ne sont pas forcément les personnes les plus affectées. Il y a une relation, effectivement, mais nous sommes en Europe déjà affectés par les canicules. Il y a eu plus de 62 000 morts de canicules en Europe en 2022. Donc je crois qu'on peut dire que le besoin de changement est maintenant et tout de suite. Alors parlons un peu de vous, Sylvain De Lucia. En quoi votre trajectoire personnelle vous a poussé à réfléchir à des soins moins impactants sur l'environnement ? Alors je commencerai par dire que je suis un grand amoureux de la nature depuis toujours. Mes meilleurs souvenirs de loisirs, de vacances se trouvent dans la nature, aucun en ville, ou presque aucun. La deuxième chose, c'est que depuis un certain temps, je suis perplexe devant nos modes de surconsommation dont j'ai été un auteur parmi de nombreux autres et que j'ai revu depuis un certain nombre d'années mon projet de vie. Mon projet de vie, c'est plus de consommer, de partir loin. C'est de faire des choses qui ont du sens pour moi, qui ont du sens pour mon entourage. Et je me rends compte qu'il y a peu de corrélation entre le fait de consommer et mettre du sens dans ce que je fais. Une autre est que j'ai été touché par cette jeune fille que nous connaissons tous, suédoise, en 2018, qui s'est assise devant le Parlement de son pays, qui a été moquée, qui a fait ça. Oui, exactement. Vous l'avez reconnu. Qui a mené sa petite action avec sa petite pancarte en carton et qui, en quelques mois, a réussi à embarquer avec elle des millions d'étudiants qui ont défilé dans les rues, qui a réussi à pénétrer dans les COP, qui a parlé avec les dirigeants de tous les pays. Encore une fois, c'était une jeune fille autiste de 15 ans qui était toute seule assise devant le Parlement suédois avec sa plaquette en carton. Le point suivant, chronologiquement, c'est l'année d'après, j'intègre le service de médecine de premier recours et là, le professeur Jackson, l'un de mes mentors, nous présente l'impact du système de soins sur l'environnement et nous apprend que si le système de soins était un pays, il serait le 5e émetteur mondial. Donc, nous pourrions nommer la Russie, hein. La Russie qui émet beaucoup, mais qui n'est que le 5e. J'ai trouvé cet exposé saisissant. Je pense avoir eu une sorte de révélation et rien de mystique dans mon propos. Et enfin, je fais partie de ces personnes qui pensent que la vie professionnelle et la vie privée sont intimement liées, qu'on ne peut pas être des personnes différentes ou totalement différentes dans notre métier et dans notre vie privée. Si on est intègre, si on est entier, on va se présenter peut-être sous des faces un peu différentes, mettre en sourdine certains principes, mais fondamentalement, on va être mu par nos valeurs, et nos valeurs, on peut les faire valoir dans nos décisions privées et dans nos décisions professionnelles. Alors, ce projet
pionnier, hein, qui est Choosing Greenly, touchera bientôt à sa fin. Quel est votre prochain défi en lien avec la thématique de réduction des impacts environnementaux dans les soins? Mon prochain défi, il est très vague, c'est de me former encore et encore. Je ne cesse de chercher la meilleure manière de me former. J'ai tout essayé, j'ai fait différentes formations structurées, mais surtout, je fais partie de ces personnes qui pensent qu'on peut se former aussi très bien en écoutant des gens inspirants, en regardant pas seulement des TED Talks, mais aussi des conférences très intéressantes sur le sujet, et pas seulement venant de médecins, venant même exclusivement de non-médecins, de gens qui travaillent dans la nature, qui travaillent pour les arbres, qui travaillent pour la société, des sociologues, des anthropologues et d'autres personnes issues des sciences humaines. Un autre défi, un autre grand défi, c'est de continuer à véhiculer au mieux les messages et transformer la manière dont on véhicule les messages. Et je suis en cela très inspiré par François Gemène, un des auteurs du premier volet du GIEC, qui nous dit qu'il ne faut pas mouvoir les gens par l'anxiété. Il ne faut pas faire peur aux gens pour les amener au changement, mais il faut partir des solutions. Et plus j'avance dans ce terrain, plus je pense comme lui qu'il faut vraiment partir des solutions parce qu'on en a déjà plein à proposer. Et enfin, un de mes prochains projets, je le mène depuis des années, c'est de continuer à réaliser cette transition intérieure et de rester toujours moi-même, intègre, soucieux des autres. Bref, ce qui m'a dicté ma voie vers la médecine. Projet d'une vie. Oui. Alors, comme pour les autres participantes, je vous ai demandé d'amener un objet. Est-ce que vous pourriez le décrire aux auditeurs, auditrices qui ne peuvent pas le voir et nous dire pourquoi vous l'avez apporté? Oui, alors je vous ai amené un objet original que je ne connaissais pas jusqu'à ce matin, ou que je ne connaissais pas personnellement. C'est un rameau d'arbre. Je n'avais jamais vu ce rameau d'arbre. Vous voyez combien je suis connecté à la nature. Je la tiens dans ma main, la nature. Et ce rameau d'arbre m'inspire. Pourquoi? Parce qu'il est synonyme de vie, premièrement. Il est l'un des participants à la production de notre oxygène. La forêt étant le poumon de notre planète. Et comme vous le savez certainement, cela nous a été dit récemment, on a perdu énormément d'arbres et de capacité d'absorption du carbone par les forêts sur l'année écoulée. Et c'est un chiffre qui se compte en dizaines au pluriel de pourcents. Les arbres, les rameaux d'arbres, les feuilles, c'est aussi le spectacle de la vie, de la mort, du renouveau. Cette feuille d'arbre tombe au pied de l'arbre et va participer à la confection du prochain arbre. C'est des êtres très intelligents et aussi très résilients, qui ont beaucoup à nous apprendre. Je suis un peu jaloux des arbres quand je les vois. J'ai envie de leur dire, comment as-tu réussi à tenir 200 ans sans aide, sans soins médicaux, sans rien d'autre que ce que t'offre la nature. Et ils sont aussi très bons pour résister à l'adversité. Et je pense que cela peut nous inspirer dans nos trajectoires de soignants. J'ai beaucoup aimé l'image d'un célèbre naturaliste qui dit que si on était planté, si on nous plantait jusqu'aux genoux dans la terre, même en nous hydratant, en nous alimentant, nous mourrions de gangrène en moins de 10 jours. Parce que nous ne sommes pas faits pour supporter tout ce qu'il y a dans le sol. L'arbre s'en nourrit. C'est fort, non? Merci beaucoup, Sylvain De Lucia. Je vous en prie, c'était un plaisir.